Bonjour à tous donc, et bienvenue dans cette première et grande session de l'Université d'été de la e-santé, édition 2019. L'Université d'été de la e-santé, fidèle à sa philosophie, explorer les solutions digitales, numériques pour améliorer les systèmes de santé et surtout, allez, c'est ce qu'on va faire ce matin, allez voir à l'international, allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte dans le pré du voisin. C'est donc ce que nous allons faire tout de suite avec finalement une sorte de tour du monde ce matin, puisque l'on va partir pour Dubaï, au cœur des Émirats arabes unis, où les hôpitaux sont parmi les plus récents, apparemment parmi les plus modernes au monde également, et Dubaï qui a cette particularité de voir depuis quelques années un tourisme médical se diffuser avec 42 centres, pas moins que ça, qui accueillent chaque année entre un demi-million et 1 million d'étrangers qui viennent se faire soigner et qu'il faut ensuite pouvoir suivre à distance dans leur pays d'origine. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec vous, Oussama El Hassan, puisque vous nous faites le plaisir et l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui. Vous êtes directeur e-santé au ministère de la Santé de Dubaï. On partira également pour la Chine, indirectement, où là aussi la révolution en santé digitale est vraiment en marche au niveau des soins, au niveau de l'accès aux soins, mais surtout, et c'est ce qui nous pose toujours beaucoup de questions, au niveau des data, des données des patients, pour développer des solutions en intelligence artificielle. On nous en dira plus avec Peter Chang, qui nous vient aussi de loin, puisqu'il nous vient de Californie, où il est enseignant à l'Université de Californie, mais il est également chercheur et il travaille sur plusieurs projets de coopération avec la Chine. Il nous donnera donc cet avis sur ce pays, mais aussi, j'espère, un petit peu sur les États-Unis en matière de santé digitale. Autre continent qu'on va visiter ce matin, c'est l'Afrique, qui est représentée ici par Madame Eunice Pedro, qui est ingénieure, qui est directrice informatique et pré-archivage au ministère de la Santé du Bénin. Le Bénin qui a lui aussi sa stratégie en e-santé. On verra de quelle manière elle s'élabore et de quelle manière elle se met en place. Et puis Dominique Pont, là c'est le local de l'étape, on va dire, qui est des nôtres, qui est directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse et qui est surtout parmi les pilotes d'un chantier qui vous a été confié par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, un chantier qui s'appelle accélérer le virage numérique avec une feuille de route assez précise que l'on décortiquera un petit peu, de 26 actions à mener qui doivent normalement accélérer l'usage du digital dans le secteur de la santé en France. Et puis, quelqu'un avec nous qui a un regard, elle, plus global peut-être sur l'ensemble des continents, sur l'ensemble de la planète, c'est Isabelle Wachsmuth. Elle est gestionnaire de projet à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui a sa feuille aussi, qui est en train de travailler en ce moment, sa feuille de développement digital de la santé à l'horizon planétaire. Et vous avez accepté d'être grand témoin sur cette table ronde et de pouvoir aussi interpeller ces pays et ces intervenants sur leur stratégie et de voir comment elle rentre, elle coïncide ou pas, d'ailleurs, avec les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, vous voyez, on va faire un beau tour de la planète ce matin. Je vous propose de commencer tout de suite donc, par les chauds déserts, bien des paysans de Dubaï, pour découvrir de quelle manière concrète la e-santé se développe pour mieux suivre non seulement la population locale, mais je vous l'ai dit, des centaines de milliers de patients qui viennent du monde entier se faire opérer, se faire soigner à Dubaï. Je vous laisse la parole, Oussama El Hassan. Hello, just put the slides. So hello everybody. So my name is Oussama El Hassan. Voilà, mettez bien votre micro contre la bouche, qu'on vous entende bien. Sorry, I cannot hear you. So can I start with me? Okay, so my name is Oussama El Hassan. I'm coming from Dubai. Today I'll speak. I'll give you a chance to have a glimpse on what's happening in Dubai in terms of e-health. So let's start. So I think maybe I need. Oui, on va peut-être vous donner une télécommande. Allez, où elle est posée elle est déjà posée sur la table. On va vous la porter. En attendant, on peut peut-être faire tourner la slide si vous en avez besoin. Thank you. So I'll talk about Dubai's journey towards sustainable healthcare system and how to use e-health to support that. So I'll start with the agenda. I'll talk about myself. I'll talk about what's happening in the UAE in general, and then what's about the challenges with our healthcare ecosystem. I'll talk about our strategy. I'll talk about one of the projects that we are working on
both of them could be the Health Information Exchange and the DXH, which is the platform to support medical tourism. I'll talk also about the Dubai Future Foundation, which is a platform to support innovation. We have incubators, and we are attracting SMEs and startups from all over the world to support our journey towards e-health. I'll talk about my own passion around supporting e-health workforce. So my name is Osama Al-Hassan. As a software engineer by training, with 10 years of experience in informatics. I'm still working with academia. I'm still lecturing on digital healthcare. Currently, I'm working as a specialist and acting as head of information governance at Dubai Health Authority, which is the government entity looking into healthcare within Dubai. I'll talk about the HIE project and Dubai health strategy. So talking about Dubai, Dubai is a city within the United Arab Emirates. United Arab Emirates has a very ambitious plan around healthcare, which is part of the full country vision. So we have a very visionary leadership, which looks into the day that Dubai or UAE will celebrate the export of the last barrel of oil. And this will not happen without having a sustainable economy that supports our next generations. So because of that, we are, as executives in the government, we are just trying to catch up their vision. One of the challenges that we have in the healthcare specifically, comparing with other sectors, that healthcare is very agnostic to digital innovation. It's very difficult to accept new ideas, new digital systems. It's not like other sectors. So we see like the Dubai police, they just, in one month, they accepted to have a robot in their system. This is very difficult in healthcare. This is the challenge that we have. The other thing that most of our doctors, they are very focused on what they are doing. They are very busy. It's a time-consuming job. It's very difficult to take some of their time to look into digital innovations and to accept new ideas. It's very difficult. It's not like other sectors. So we learn from this, and because of we still looking into our strategies to make sure that we tackle the healthcare-specific issues that we have. So we developed the Vision 2020. We have the innovation strategy. We have the UAE strategy. And by the way, UAE is the first country in the world to have a minister for AI. And this is why he was appointed last year. And also I'll talk about the Dubai Future Foundation. So talking very fast, I want to just go very fast on these screens. So talking about the healthcare environment in UAE. So we have very active public and private sectors. We are focusing on accreditation for getting quality. We focus on preventive medicine. We focus on in reduction of certain diseases, which is our cancers and lifestyle diseases like diabetes. So we have almost 20% of diabetic patients, which is a very high percentage that we want to lower. In terms of KPI, we rank 28th in the Health Quality Index. And we have average life expectancy of 68 years. So what we makes us different from other governments, I mean, at least in our region, that we have a responsive government. I'll give you an example of that. In 2013, the cabinet opened one day for public to post their ideas around how to develop our healthcare. And one of our colleagues, Dr. Mohammed Al-Rada, got the chance to speak for 5 minutes in front of the full cabinet. And they told them in 2 minutes, the challenge we have in healthcare is data. If you are today putting one of your targets to lower the percentage of diabetes, we know how many diabetes patients we have. We don't know who are they. The only way to do this is to have a patient-centric view, a centralized record that takes all the data about all of our patients. And the only way to do this is through Health Information Exchange. And after that, this was turned to a project by MOH, and also DHA is doing one, Abu Dhabi is doing one as well. So now we realize this as a project, which is called NABIT project, which is the Health Information Exchange of Dubai in 2016. So this is just one example of how we are responsive to new ideas. And
So I'll talk about the Dubai healthcare strategy. So it focuses on the healthcare IT. Apart from the 20 programs that we have to improve healthcare, we have a fully dedicated group of projects around healthcare IT. Part of them, the Health Information Exchange, or we also implemented one of the top-notch electronic medical records in the world, which is Epic. And we have so many other projects. Just want to go. So this is the architecture of the HIE project, which is called NABUT. It's very complex. It will take us 5 years to at least complete. Also, one of the good platforms that we have is the DXH platform, which is to support the medical tourism, which is a very booming sector in our healthcare. As you said, we are expecting to have more than 1 million tourists within the 2020. And because to do this, we need a very strong platform that allow us to attract people, register their data, and can supervise their journey from day one. When they want to come, they will create a package for them that includes not only the healthcare care, but also their hotel, their stay, and even what will happen after they return back home. So we are focusing now on how to develop a telemedicine platform to complete this part of the care journey. Lastly, I want to focus more on the Dubai Future Foundation, which is actually implementing the vision of our leadership that we need to create a sustainable economy. So this organization has been built to support digital innovation in general. One of the core sectors we are talking about is healthcare. And it has many initiatives inside it. So we have TEDx, we have the accelerators, we have the 2071 panel. We are talking about future, so we are accepting startups coming from all over the world to support all these initiatives. I will speak initially about one of the core activities with the Dubai Future Accelerator. So if you see this picture, here we are talking about 30 companies coming from all over the world for the 6th cohort of the Dubai Future Accelerator. So we started this in 2016. We have 3 cohorts every year. In every cohort, we will bring those companies after vetting them, selecting the best 30 of them. And one of the key pillars of this is the healthcare part. Even Dubai Health Authority is participating in this project to vet the best 5 healthcare startups in every cohort, and we supervise them. The good thing about this cohort that they will have 9 weeks to be fully sponsored, and they will have a unique opportunity to work hand in hand with ministries, with government entities, and with private sector to look into certain challenges that they have and how they develop an idea up to a product to support these, or to solve these challenges. This is a very special kind of an accelerator, and I invite you all to be part of this. Another entity, so here I can see 2 gentlemen. I don't know if you can see. So the gentleman behind here with the white clothes is our AI minister. And the other guy here is Mr. Khalfan Belhol, which is the CEO of Dubai Future Foundation. And beside him is the ambassador of France. They signed an agreement in April 2018 that makes it easy for French companies to come to UAE and to be part of this platform. So I encourage you all, if you want to be part of this journey, just go to the website and start the process of joining the program. So that's it, I think. So this maybe my last slide will be, this is very difficult to move here. It's not working perfectly. C'est peut-être la dernière diapositive. Il y en a 2 encore. On peut peut-être vous les faire passer à la main. Yes, voilà. So this is my last slide, the one before. Yes, sorry. So this is my last slide. So here I'm talking about my passion as Osama. I'm very much focused on supporting healthcare events in the region.
So I even created my own conference, which is the GCCE Health Workforce Development Conference. I realized from my 15 years of experience, we focus on technology, we focus in processes, but we don't focus on people. Even today, as a hospital or a healthcare organization, if I bring the best AI platform or the best health analytics platform like SAS or Microsoft, if I don't have trained data scientists, it's nothing. So the challenge is to develop this kind of a competency framework to allow people to move from their zone of comfort. Like, I'm a doctor, I want to be a digital doctor. So I need to learn a lot to be that. Also, if I'm coming from pure technology background, I want to jump into healthcare. I need to learn a lot to be empowered to do this. So we focus on this as an idea, and we developed our first conference last year. And the second conference this year will be November 2nd and 3rd. And also invite you all to be part of that. Please go to GCCE Health Workforce, and you'll be part of that, for sure. Also, we are competing this year for hosting MedInfo 2023 in Dubai. This will happen in August, the final decision. Also this year, we signed a contract with ISFT AEH, which is the International Society for Telehealth and eHealth. And they agreed to have their next 3 events in Dubai, starting from November this year, and then January next year, and then they will have their main conference in 2021 in Dubai. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup, Oussama Alassane, de cette présentation qui donne envie vraiment d'aller voir sur place à quoi ressemblent les choses à Dubaï. Au sortir de votre présentation, j'ai quand même, bien sûr, 1 milliard de questions à vous poser. Je ne vais pas vous en poser 1 milliard ce matin, mais au moins quelques-unes, peut-être pratico-pratiques. Et vous nous dites à juste titre, on parle beaucoup souvent de technologie, on parle beaucoup de data, et parfois on oublie un petit peu le patient qui doit être quand même au centre des préoccupations. Si je suis un habitant des Émirats Arabes Unis, si je suis un habitant de Dubaï, aujourd'hui que je dois aller me faire soigner en hôpital, est-ce que j'ai effectivement un dossier patient informatisé qui m'est propre, où toutes mes informations sont enregistrées? Est-ce que j'ai accès à ce dossier? Est-ce que j'ai accès aux examens cliniques, aux examens des médecins? Est-ce que c'est communément employé pour les habitants de votre pays? So I can answer this question in 2 folds. So I'm talking about the government sector. So in Dubai, DHA owns around 5 hospitals and maybe 23 centers, medical centers. They are all run in Epic. Epic is one of the best health information, or call it electronic medical records in the world. And they have a very strong tools to support patients to access their data anytime. So we are having one of the best. If you talk about the private sector, so as part of our mandate in DHA, we look into the digital maturity of private sector hospitals, and we run a program called EMRAM. EMRAM it stands for EMR Adoption Model, which is created by HIMSS in the US. So we do an annual survey to assess the maturity of digital healthcare systems within hospitals of private sector. And now we have almost 60% of Dubai hospitals are stage 4 or above. So HIMSS is starting from stage 0, which means you are paper-based, and then up to stage 7, which means you are fully automated. So the 60% of the hospitals in the private sector are stage 4 and above, which is very good rate. Donc ça, réponse extrêmement précise pour ce qui concerne les habitants de Dubaï, et qu'on aille dans le secteur public ou dans le secteur privé. Maintenant, pour les étrangers qui vont se faire soigner sur Dubaï, le breton que je suis va se faire opérer demain à Dubaï. De quelle manière est-ce que je vais être suivi à distance? Est-ce que je peux être monitoré une fois que je suis revenu à mon domicile? Parce que j'en suis quand même très loin. So this is the role of what we call DXH platform. So DSCS platform allow you to monitor your journey from day 1 up to the end
through this platform. And as I told you, there's a telehealth component which is now being built on top of it that allows video conferencing, looking into your medical record, fetch your images, your reports, whatever, and share it with your own doctors in your country. Et juste pour information, parmi ce million, même s'il varie en tout cas chaque année, mais parmi ce million de touristes médicaux qui viennent se faire soigner à Dubaï, ces personnes viennent de quel continent, quel pays, quelle nationalité en majorité? Okay, this is a very nice question. So actually we are focusing on maybe a different type of tourists. So currently we are focusing on Middle East, I mean GCC countries, and Middle East area, East Africa, West Africa. We have started to have a lot of people coming from there, where even Pakistan, India, and China. And now we are starting to focus more on the Chinese market. The issue is that we are more into electives, and we're focusing more because Dubai is not cheap. You cannot compare us with some other cheap countries. But what we provide is the experience. So it's not about only the healthcare part, but also the entire journey, because we are famous of having very good service, very good attractions, and so you will enjoy your experience from day one till the end. Et quel est l'argument médical qui fait que quelqu'un qui habite si loin, des milliers de kilomètres, va aller se faire soigner chez vous? Est-ce que c'est parce qu'on a une expertise médicale qui va être meilleure? Est-ce que c'est parce que l'on vient d'un pays où les services médicaux parfois peuvent être un peu hésitants et on vient se faire soigner à Dubaï? Est-ce qu'on vient parce qu'un type de soin ou un type d'opération, je veux dire bariatrique par exemple, vous a été refusé dans votre pays et qu'il sera accepté en revanche à Dubaï? Quelles sont les motivations de ces touristes médicaux? Actually, it's not one size that fits all. So for every market, they have certain reasons to come to Dubai. So I'll give you one example. So it could be shortage of good services in some areas in Africa, for example. They lack some even basic services, so they will come to Dubai to have. If you're talking about Europe, so most of the Europeans come more for elective surgeries, like palliative surgeries, because it will be less expensive, or because they will wait for longer time in France or UK. Maybe sometimes they have waiting lists up to 6 months or 1 year. In Dubai, they can come and do it next day. So this makes a difference for them, even from the price. For some other countries, yes, we have some very strong expertise in certain fields. So, for example, orthopedics. We have some of the best orthopedic surgeons in the international level. For some other markets, like maybe China, it could be the experience. I think we sell the experience, the full experience. It's not more only about the healthcare service, it's about the entire experience, not only for the patient, but also for his family. So they can spend 4 or 5 weeks with really, really good program, and they will enjoy their time. Maybe they will enjoy the weather, shopping. It's a full experience. It's not only about healthcare. Ma toute dernière question, Osama El Hassan, vous avez dit on a de très bons médecins, mais qui sont très occupés dans leur pratique médicale au quotidien et qui ne vont pas aller forcément changer leur pratique immédiatement pour passer en médecins digitaux. Remarque que l'on va pouvoir trouver, j'ai l'impression, sur toute la planète dans le corps médical. Comment est-ce que vous accompagnez un changement de culture de la part du corps médical? Est-ce que vous avez trouvé la potion magique, puisqu'on est ici, ou en tout cas la solution miracle? I think there is no magic recipe for that, for sure. But we learned that the best way to start is from university time. So now we have 2 or 3, and even we are supporting one of our leading medical colleges in Dubai to infuse digital healthcare innovation in their curriculum. And we think that this is a very successful model. So I believe that within 5 years from now, we will have our first generation of fully digitized doctors they can come up with their own, they will do their practice and they will have entrepreneurs, companies. This is what we are looking for now.
miser sur la prochaine génération, miser sur l'avenir. On reviendra à beaucoup d'autres questions pour vous, notamment sur l'intelligence artificielle. Je voudrais qu'on change de continent, à la fois avec les pieds sur deux continents, avec Peter Chang, donc, qui est enseignant à l'université de Los Angeles, mais qui travaille beaucoup avec la Chine. Vous collaborez énormément avec eux. Et vous m'avez dit que vous êtes surpris des investissements faramineux qui sont notamment dans l'intelligence artificielle. Alors décrivez-nous un petit peu ce que vous voyez là-bas sur les projets sur lesquels vous travaillez avec la Chine. Yeah, so China is a very interesting player in this market. 20 years ago, they were probably far behind the world in terms of investment and effort that they were putting in technology broadly. But in 2006, they passed a lot of national legislation to really put themselves on a track to be leaders by 2020. That was their goal. And currently, today, 1 year before their target deadline, they are now right at the forefront, if not leaders, across multiple technologies, including artificial intelligence and healthcare technology broadly. And so the progress we've seen is really just quite remarkable, and it's something that the world is beginning to notice right now. De quelle manière est-ce que ça se traduit de manière concrète? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que tous les Chinois qui passent dans un centre de soins, chez un médecin, dans un hôpital, ont énormément de data qui sont récupérées sur eux, d'ailleurs qu'ils soient d'accord ou pas? Yes, without question. So one example, one company I've worked with in the past, Infravision, one of the largest AI companies in China, their first product they wanted to build was a tool to screen lung cancer. So CAT scans, chest CTs. They acquired in a very short period of time 400,000 chest CTs. In the United States, we only have 250,000 cases of cancer a year. So that's as if every new diagnosis of cancer in the US, that patient gave the government 2 copies of their data, right? In the US, this would be impossible. But in China, they can be very aggressive and create these large data sets, very rich data sets, quickly. And so that's one example, where they can quickly mobilize and quickly catch up to the rest of the world. Il y a cet exemple que vous dites sur le cancer, mais apparemment, ils sont en train de récupérer des données sur énormément de pathologies. Est-ce que vous pouvez nous citer également d'autres exemples de maladies ou pathologies sur lesquelles ils travaillent fortement en données? There's many examples. Retinal exams, so images of the back of the orbit, where Google, for example, has shown a lot of promise in diagnosing various diseases, so not just eye diseases, but cardiac disease, diabetes, hypertension. China has one of the largest data sets of eye pathology in the world. The same with skin cancers. So in the United States, a large group in Stanford and Harvard created an initial AI algorithm to detect skin cancers. That data set has been expanded by over 10 times in China in a very short period of time. So I would say, without question, the number of patients, the number of individuals in China, and their ability to collaborate and concert that effort centrally through the government really puts them at a significant advantage. Et quelle est la différence majeure qui fait que justement le système de santé chinois arrive à remonter autant de données? Alors, bien sûr, on est dans un pays où la population est elle-même extrêmement forte, mais est-ce que c'est uniquement une différence législative qui fait que la législation serait plus restrictive, par exemple aux États-Unis qu'en Chine, ou est-ce que c'est également une différence culturelle et d'état d'esprit qui fait qu'en 20 ans seulement, et c'est très faible, ils soient allés aussi vite? Absolutely. In the United States, if I wanted to share data with my colleague down the street, a different institution in California, it would take me 6 months, 12 months just to sign all the right legal paperwork and business agreements. That precedence does not exist in China. I think you're right, the culture has a lot to do with it. In the United States and Europe, the individual patient is held to a very high standard, and everything must go through the patient first. In China, in a more centralized government, right, culturally, they've acknowledged
since birth that the government and the central governing agency really has, you know, the keys, the ability to really aggregate data and do what they want with it. It's a very different culture. D'un point de vue justement, à dire quelque part géopolitique de la santé, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la Chine a par exemple dépassé les États-Unis en matière de collecte de données pour aller vers de l'intelligence artificielle, dépasser l'Europe ou est en phase de dépasser l'Europe? Yes, I think in many ways they have either matched or exceeded what the Western countries have done. Another key advantage is not only the time to get data, but the amount of time it takes to go from data to a product, right? So regulations, the clearance pathways in the United States and Europe with CMARC, for example, is very rigorous. We have to really test our tools and ensure that they perform at the highest level of performance before we see the tools used in a hospital. In China, the need for these tools is so high that level of clearance pathway is not nearly as rigorous as it is elsewhere. So you see their tools develop quickly and used right away. Alors ça c'est très intéressant parce qu'une chose est de collecter la data et l'autre chose est de l'analyser, d'en avoir réellement un usage en termes de santé qui soit prédictif ou autre. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, au-delà des apparences, les Chinois arrivent à collecter en masse de la donnée de qualité, ce qui sont souvent deux choses qui ne vont pas ensemble, et est-ce qu'ils ont une utilisation qui est effective de la donnée qui est collectée? Est-ce qu'il y a un réel usage dont le bénéfice est prouvé? I agree. So I think the quality of data you see in the Western countries, in the US and Europe, is much better. The quality is better, the hardware, the machines is better, and the depth of the data is higher. So we do more tests for every patient. So China, I think, doesn't have the same level of quality when it comes to quality. That being said, a lot of the breakthroughs in artificial intelligence and machine learning have often shown that if you have enough data, it doesn't have to be clean, and it doesn't have to be perfect data that's curated by a physician. Oftentimes, if you just have enough data, the newest algorithms are able to discover insights and really make sense of those patterns as long as the data is available. So I think it's a very close balance between what the most effective approach is. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Alors, dans ces data et dans ce système de santé que vous voyez se digitaliser fortement en Chine, accélérer fortement en Chine, est-ce que quand même, à l'arrivée, pour vous qui êtes un observateur extérieur, on a un bénéfice pour la santé de l'ensemble des patients, et est-ce que l'on a un meilleur accès pour l'ensemble des patients à un système de santé de qualité, ou est-ce que c'est réservé à quelques happy few chinois qui peuvent en profiter? Yes, I think I missed some of that, but if I understand your question correctly, in China there's about 18,000 hospitals, okay? A very small minority, about 800 or so, are created and integrated at a level similar to a high-quality Western hospital. In other words, most of their tools and most of their software come from other countries. But the vast majority of hospitals, right, we're talking about the remaining 14,000, 15,000 hospitals, these are hospitals where you may go to the hospital and take your patient on a goat, for example. It's a very rural hospital where they don't have the budget, they don't have the means to take care of their patients at the same high quality standard. And these hospitals are looking internally to startups and companies within China themselves to really bridge that gap and make the quality of care as high as possible. Justement, est-ce que demain, l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer est capable de remplacer des médecins à terme, est capable d'amener un meilleur service médical là où il n'arrivait pas grâce à l'ordinateur et moins grâce à l'homme?
ou est-ce que là encore c'est une chimère après laquelle on court? It's a very popular question. So I'm a radiologist, a physician, and I'm also a software engineer. So I see both perspectives. I would say, number one, it's impossible to ever think that the software will never surpass humans. Anytime we make a prediction that says a computer will never be able to do blank, beat a human at chess or beat a human at Go, we're always proven wrong. So I'm not going to say that we will never replace human radiologists, but I think the current state of the technology is such that the tools can really just help us augment our care, right? They're not nearly as general in their intelligence to be able to replicate even a small fraction of what a human physician is able to do, to synthesize and integrate knowledge from multiple different angles. So I think we're still quite a bit a ways from that, and I think by the time humans are at danger of losing their job as physicians, there will be many other jobs, truck driver, for example, or any job where you're synthesizing information. All these jobs will be at risk by AI. So I think, physicians are not any more different than something like that. Oui, mais on a compris que les médecins n'étaient pas non plus dans la première ligne du coup des métiers qui seraient supprimés par l'intelligence artificielle. De manière générale, puisque vous êtes aussi chercheur autour de l'intelligence artificielle, vous dites que c'est un investissement qui va porter sur le long terme. Pourquoi sur le long terme? Et est-ce que là-dessus, les Chinois ont encore une longueur d'avance sur le reste de la planète? I think it's going to be a very long-term investment in the sense that many people are predicting an immediate change due to artificial intelligence in just the next 1 or 2 years. I think we'll see some early wins in that short period of time, but we are very far from the peak. The peak will occur probably 10, 15 years in the future. So you have to be very patient, and you have to understand that the technology still has a long ways to mature before it happens. I think in terms of funding, China and some more centralized governments are personally spending a significant amount of money to develop this technology. China, for example, had spent $30 billion in the last year, whereas the US, our DARPA agency for funding AI, is at about $2 billion. So just a small fraction of the cost. In the US, we rely heavily on the private market, venture capitalists and startups to really drive most of the innovation, and the government has not been nearly as hands-on as other countries. So I think time will tell. The government tends to be a little more patient and wanting to invest for the long-term future. Startups and private companies really want to see an early win, return on investment in a short period of time. So I think you need a balance of both perspectives and really a diversified source of funding for AI to really mature properly. Encore juste une ou deux questions sur l'intelligence artificielle et la Chine. J'ai cru comprendre que la Chine serait assez désireuse d'étendre son influence, on va dire, sur la zone asiatique de manière générale, et pourquoi pas d'apporter aux autres pays ou de faire profiter, entre guillemets, les autres pays de ces techniques de recueil de data de masse. C'est bien ça qui est en train de se passer? I think currently that is still very early. China has had a history and culture of developing primarily for the Chinese population and not for other countries. I think traditionally it's because they often are catching up with the rest of the world. They take an innovation that was created in the United States or Europe and copy that and build it into the current alignment of tools, but that is really starting to change. A good example is the fact that copyright laws are now more and more being enforced in China, where you never saw that 5 or 10 years ago. It made companies, Western companies, very skeptical of trying to enter that market. There was just more or less agreed upon a dynamic where China
developed for China and nobody came in, but they would also never send their products elsewhere. Again, I think that's changing. They're seeing that they are now at the cutting edge and that their technology is really advanced not just for their own citizens, but for the whole world. So again, time will tell. I think it's still very early, but we are starting to see a change in that posture. Ouais, toute dernière question sur l'intelligence artificielle, de manière générale, et les données de santé. Un individu a ses propres données de santé qui sont liées à son corps, mais il a aussi des données qui sont liées à son biotype et son biotope, là où l'individu vit, son environnement social, son environnement écologique ou autre. Comment, même avec des données de masse, on peut arriver à faire de la médecine prédictive ou utiliser l'intelligence artificielle pour chaque individu qui est différent et qui vit dans un terrain différent? Absolutely. So, building on my comment from before, the newest generation of AI tools always tend to surpass our expectations as long as we have enough raw data. So it could be poor quality data, but if we have a lot of it, it's something that the AI system can learn through the noise. For example, wearable technologies, things like a Fitbit or something to record my heart rate. These are tools that really sense our bodily metrics every minute or every hour. And just there's so much potential here. In China, they're taking this type of data and on your phone, on WeChat, a lot of this data is being synthesized and sent back to you. It's really quite remarkable. I think we're at the very early stages of this type of technology, but the potential, because there's so much data there, is quite tremendous. On quitte les États-Unis et la Chine, on va partir vers l'Afrique avec Eunice Pedro. Je rappelle que vous êtes ingénieure, directrice de l'informatique du préarchivage au ministère de la Santé du Bénin. Avant de rentrer sur la stratégie que vous mettez en place sur le Bénin, peut-être une réaction à chaud de ce que vous avez entendu à la fois sur Dubaï et à la fois sur la Chine. Est-ce que vous en sentez proche ou alors extrêmement lointaine de tout cela? Merci. Et je remercie toute l'équipe d'organisation de l'Université de la e-santé d'avoir donné l'opportunité à l'Afrique et en particulier au Bénin, donc de participer à ces assises. C'est vrai que Dubaï et la Chine, ils sont très avancés donc, en termes d'investissement dans le numérique au profit de la santé. Et j'ai entendu des choses très merveilleuses sur aussi bien l'application donc, de la télémédecine que sur l'utilisation des données. Et c'est une bonne chose. Et nous, en Afrique en général, et en particulier au Bénin, j'avoue qu'on n'est pas encore à ce stade, même s'il y a des expériences qui se font et qui sont quand même encourageantes et qui sont encore en phase pilote. Voilà. Alors le Bénin, ce sont 10 millions d'habitants. Et vous développez donc depuis 2017 des jeunes stratégies en e-santé en 3 axes. On va rentrer un petit peu du coup dans le pragmatique. Ce sont quels axes et c'est pour faire quoi? Très bien. Le Bénin, c'est déjà 12 millions d'habitants. Donc on n'est plus à 10 millions. On va corriger Wikipédia. C'est vrai, nous avons mis en place notre stratégie de la cybersanté justement pour coordonner un peu les actions qui sont un peu dispersées donc dans le domaine de la e-santé, parce qu'il y a beaucoup de petits projets qui sont réalisés un peu partout, mais qui, après, lorsque le partenaire qui finance donc ces petits projets se retire, les projets s'étouffent dans le temps. Et donc, c'est pour éviter tout cela et pour coordonner les actions que nous avons décidé donc, de mettre en place la stratégie après avoir fait l'état de préparation du pays, donc en associant aussi bien le secteur du numérique que les acteurs du secteur de la santé et de la poste. La stratégie du Bénin, comme vous l'aviez demandé, c'est 3 axes, c'est vrai. Nous avons en fait trois grands programmes et qui sont donc les infrastructures IT, les applications et les services, et enfin l'environnement propice à l'exercice donc, de la e-santé. Aujourd'hui, vous travaillez, vous disiez beaucoup de petits projets de e-santé qui peuvent se développer. L'enjeu maintenant, c'est le passage à l'échelle de tous ces projets et surtout l'interopérabilité des systèmes d'information. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus justement pour avancer ?
Très bien. Comme je le disais, ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir faire le passage à l'échelle. Et donc, pour passer à l'échelle, il faut quand même s'organiser, il faut mettre en place un cadre de gouvernance. Et par rapport à cela, le gouvernement est très déterminé et nous avons 2 agences du numérique qui nous accompagnent donc dans la mise en place de cette gouvernance et avec le ministère en charge de l'économie numérique. Et les 2 agences, il y a une agence qui est dénommée Agence de développement du numérique qui s'occupe essentiellement donc des infrastructures IT et qui va tracer la route pour la circulation donc des données, de l'information. Et ensuite, nous avons l'Agence des services et systèmes d'information qui est l'agence qui s'occupe, qui nous appuie, donc qui appuie tous les secteurs d'activité en termes donc d'application et des usages du numérique. Alors, en dehors de ces 2 agences, nous avons l'autorité de régulation des postes, des communications électroniques et de la poste, qui régule un peu les activités liées au service universel. Et nous avons l'autorité de protection des données à caractère personnel qui nous assiste donc dans l'utilisation des données à caractère personnel. Et donc le gouvernement a mis en place un cadre national de gouvernance des projets du numérique et tous les secteurs d'activité se retrouvent donc dans ce cadre de gouvernance qui commence par un comité de pilotage et un comité technique. Donc une gouvernance, ça c'est bien, c'est vraiment important. Ce sont Oui. les hommes à la base qui commandent tout cela, des systèmes d'information qui vont communiquer entre eux. On a beaucoup parlé de données, d'informatique, d'informatique médicale jusqu'à présent, mais vous, je sais qu'au Bénin, vous insistez sur un fait, c'est avec les hommes que tout commence et les femmes, c'est dans la communauté que tout commence, et la prise en charge doit d'abord être communautaire. Qu'est-ce qui se fait justement très concrètement là-dessus dans les relais communautaires ? Tout à fait, et vous avez raison. Nous, au Bénin, nous avons de plus en plus des idées donc, axées sur la prise en charge en milieu communautaire. Et pour cela, nous avons organisé donc, le système sanitaire en 3 composantes. Et la dernière composante, c'est la communauté, qui est composée des relais communautaires. Les relais communautaires, ce sont des agents que nous avons choisis donc, au niveau des villages et dont le rôle est d'assurer la prise en charge de premier niveau donc dans les villages. Et ces relais communautaires ont été formés pour la prise en charge des maladies prioritaires et un peu comme la diarrhée, le paludisme. Et donc ces relais communautaires ont également été formés à l'utilisation d'une application qui leur permet donc de faire la prise en charge directe, donc d'enregistrer l'information, les données sur le patient et de faciliter donc le transfert lorsque la prise en charge dépasse déjà leur niveau, de faciliter le transfert du malade vers le chef-poste qui est situé au niveau du centre de santé le plus proche du village. Ça c'est intéressant, c'est vraiment passionnant ce que vous nous dites, parce qu'en fait, ce que vous permet aujourd'hui le système d'information, un petit peu l'intelligence artificielle, c'est de décharger des tâches et d'avoir des personnes au niveau communautaire qui ne sont pas forcément des médecins formés avec des années universitaires, mais des personnes qui sont aidées par des applications sur tablette, sur téléphone, à faire un minimum de prise en charge et de détection des malades qui ont besoin de passer à un autre échelon. C'est bien cela? C'est bien cela. Et donc, lorsque le relais communautaire fait sa prise en charge de premier niveau, il réfère le patient, lorsque c'est nécessaire, vers le chef-poste qui est au niveau du centre de santé, au niveau commun. Et après, le chef-poste peut référer alors à l'hôpital de zone qui est déjà au niveau du district sanitaire. Et après, on remonte ainsi de suite donc vers l'hôpital départemental et puis après vers l'hôpital national. Et l'ensemble des informations depuis donc le niveau communautaire est agrégé puis remonté vers le système d'information nationale sanitaire
à travers le DHIS2, qui est le logiciel le plus utilisé donc, dans nos systèmes sanitaires. Cela veut dire donc qu'au Bénin, chaque patient qui est tracé dans le bon sens du terme, en tout cas dans son information médicale, et chaque patient a un dossier alors, personnalisé, informatisé, qui le suit et auquel il peut éventuellement avoir accès ? Je dirais oui et non, pas tout à fait. C'est vrai que c'est le rêve que nous souhaitons, c'est la vision que nous souhaitons atteindre. C'est pour ça que la vision de notre stratégie nationale de cybersanté, c'est de pouvoir offrir donc une prise en charge à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, en levant donc les barrières de l'équité, de l'égalité, de la disponibilité, de la qualité, et donc de faciliter donc, la disponibilité de l'information. Pour le moment, c'est des expériences pilotes qui ne sont pas encore généralisées et l'information est exploitée à des niveaux donnés et remontée jusqu'au niveau central. Mais je puis vous assurer qu'avec le DHIS2, nous avons une couverture nationale qui va jusqu'au niveau communautaire, oui, au niveau commun. Alors, ce qu'il nous reste, c'est pouvoir intégrer l'ensemble donc, des villages et avoir donc, une vision holistique des données. Mais nous n'avons pas encore un dossier patient unique. Vous y travaillez ? On y travaille et d'ailleurs, l'un des objectifs que le gouvernement poursuit aujourd'hui, c'est la mise en place de l'ARCHE, l'assurance capital humain. Et dans l'ARCHE, nous avons la composante de l'assurance maladie qui va donc nous permettre de pouvoir assurer la prise en charge, quel que soit donc, le type d'individu dont on est en face. Et le gouvernement est en train de construire aujourd'hui un data center national qui est presque achevé et qui sera donc mis en fonction en décembre prochain. Et le système d'information hospitalier doit pouvoir donc communiquer l'ensemble des informations liées aux patients ou aux hôpitaux à ce data center-là, et on y travaille beaucoup. On voit comment il y a toute cette structuration qui va effectivement déboucher sur un dossier patient qui soit unique, propre à chacun. Derrière, j'ai cru comprendre, parce qu'on parlait de la Chine, que la Chine intervient également au Bénin sur certains projets de santé. Oui, c'est vrai qu'au Bénin, nous avons plusieurs expériences en termes de télémédecine. Nous avions commencé au début avec la coopération indienne, avec le projet Network Pan-African, qui avait consisté surtout à faire de la téléconsultation et la téléformation. Et puis après, nous sommes passés avec la coopération française à la mise en œuvre de la télé-radiologie, la télé-hématocytologie et la télé-cardiologie. Donc ces trois disciplines, nous les avons appliquées dans 10 hôpitaux, donc au plan national, avec la coopération française. Et ce fut une expérience réussie. Et nous avons, pour cette expérience tendant donc vers sa fin, nous sommes aujourd'hui en partenariat avec la Chine, où nous faisons la téléexpertise avec un hôpital de la place. Et ce partenariat est en bonne voie. Donc, tout récemment, nous avons fait une application concrète donc, de cette téléexpertise en faisant une intervention chirurgicale à distance avec une province Nihira de la Chine qui avait les équipes d'experts qui nous ont assistés donc, depuis la province de Nihira. Et nous avons pu réussir donc, cette intervention chirurgicale entre les experts et les demandeurs au plan national. Donc l'expérience se poursuit. Et nous avons beaucoup d'autres projets en cours en termes de télémédecine. On voit que le monde est devenu tout petit et que les acteurs, en tout cas sur ce domaine, se multiplient, sont différents de ceux qu'il y a 20 ou 30 ans. Dominique Pont, qu'est-ce qui vous inspire tous ces modèles que l'on voit à côté de nous, que ce soit celui de Dubaï qui est très intégré, déjà très digital, ce qui est en train de se passer en Chine sur la remontée de données, le Bénin aussi qui se structure et qui va vers ce dossier patient petit à petit, alors que nous on a investi déjà je crois 210 millions d'euros en France dans le DMP pour un résultat qui est franchement pas à la hauteur.
Ça m'inspire beaucoup d'humilité, quoi. Je pense qu'il faut qu'on soit humble, hein, parce que quand on fait le constat de là où on en est aujourd'hui en France en matière de numérique de santé, c'est un peu le bazar, quoi. Donc, c'est pour ça que j'en rajoute pas, pour une fois je vais pas tirer sur l'ambulance. Donc voilà, donc il faut avoir l'humilité de partir d'un constat lucide, de comprendre pourquoi on en est là, et puis après d'essayer peut-être d'avoir une vision commune, des valeurs communes pour essayer de construire ensemble. Ce qui est marquant dans les témoignages précédents, c'est qu'on sent bien qu'en fait, le numérique en santé, la e-santé, traduit aussi une sorte de culture d'un pays. Et la France, c'est un pays pas exactement comme les autres non plus. Donc moi, ce à quoi je crois profondément, c'est que il faut faire un constat lucide qu'on ne peut pas être satisfait de ce qu'on a en matière de numérique en santé en France. On a des systèmes plein de foisonnement d'initiatives, mais des systèmes très peu interopérables, des vraies ruptures dans les parcours de soins parce que les logiciels ne communiquent pas bien entre eux. Et surtout, ce qui est encore plus marquant, c'est qu'il n'y a rien pour le citoyen français, quoi. On n'a pas nos données de santé, on n'a pas de service numérique de santé référencé et propre. Ça, c'est pas digne de notre pays. Mais ce que je crois, c'est qu'en France, peut-être contrairement à d'autres pays, c'est qu'il n'y aura pas d'homme providentiel, de solution providentielle qui va tout résoudre. En France, on s'en sortira par un engagement collectif, pas par quelqu'un qui décidera pour tout le monde. Je crois que c'est vraiment dans nos gènes de fonctionner comme ça. Mais pour qu'il y ait cet engagement collectif et qu'on aborde ce virage numérique en santé, il faut qu'on partage en France un socle de valeurs communes, éthiques, humanistes. Chez nous, le numérique, il se développera que de façon humaniste, proche des gens, proche des citoyens, proche des professionnels de santé, collé aux usages, collé aux gens, avec un vrai cadre éthique derrière, mais aussi avec une vision commune, avec on va dire une doctrine commune, ce qui est toujours un petit peu plus compliqué en France d'avoir une doctrine commune. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel, ça. Alors dans le travail que vous faites, et on va parler des propositions, on va parler quand même de ce qui avance et de ce qui va bien, mais juste dans le constat, dans le travail que vous faites, dans le constat qui mène à cette effervescence qui ne mène à rien en France, vous le dites, on a un souci de gouvernance. D'un côté, on a des services informatiques qui travaillent plus informatique, des médecins qui veulent plus ou moins changer de culture, des élus qui influent ou n'influent pas. Est-ce que c'est là le nœud en fait, de nos difficultés ? Quand il y a un an, j'avais démarré avec Anne-Laure Coury de l'assurance maladie une grande concertation et consultation nationale pour rencontrer des acteurs, avoir leur avis, pour savoir ce qu'on devait faire. Je crois qu'il n'y en a pas eu un seul qui ne m'ait pas dit il y a un souci de gouvernance du numérique en santé en France. C'est clair. On a besoin de définir une doctrine, on a besoin de définir un cadre technique, on a besoin de définir un schéma d'urbanisation, on a besoin d'arbitrer sur tout ça, on a besoin d'avoir une logique dans laquelle tout le monde peut s'inscrire. Et cette logique-là, elle doit être portée, à mon avis, par les pouvoirs publics à leur juste place. Et pour moi, la juste place des pouvoirs publics, c'est la logique de plateforme. L'État ne doit pas tout faire, mais doit garantir une cohérence et un socle de valeurs. Donc pour moi, je milite un petit peu pour que le numérique en santé en France se développe comme on construit une ville. Dans une ville, les pouvoirs publics s'occupent de faire le code d'urbanisme, de délivrer les permis de construire, de superviser la construction des routes, des ponts, du tout à l'égout de l'électricité, mais ils ne font pas des buildings, des gratte-ciel, ils laissent ça à l'écosystème. Et à contrario, l'écosystème accepte de recevoir un permis de construire validé et de se connecter au réseau routier, d'infrastructures. Alors qu'aujourd'hui, dans le numérique en santé en France, vous avez un petit peu un mélange des genres. Chacun reconstruit sa route, dit tiens, c'est marrant, ça ne communique pas avec le pont d'à côté. Voilà, il faut qu'on redéfinisse cette logique-là, ce qu'on appelle l'État plateforme. Mais dans le numérique, ça a un vrai sens parce que les plateformes numériques, pour moi, c'est assez naturel en France qu'on puisse vraiment séparer le rôle des pouvoirs publics du rôle des acteurs de l'écosystème. Si on arrive à bien poser ça, je suis persuadé qu'on bénéficiera de l'état d'esprit très créatif, très innovant, un peu frondeur aussi à la française, mais on arrivera à ce que ça ait une vraie valeur ajoutée si on se décide d'un socle commun. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à ça. Alors vous avez voulu nous montrer un schéma, je sais, qui résume un petit peu la stratégie que vous voulez développer en France. On va pouvoir le voir, j'espère, à l'écran dès qu'il arrive. Bon, on va le voir dans 2 minutes. On va peut-être continuer à expliquer. Voilà. Et, hop, on va voir le passer. Voilà. Un bon schéma à la française.
Moi, je vois le truc comme ça, à peu près, pour la e-santé en France. On pourrait construire une maison commune dans laquelle tout le monde pourrait créer, se développer, vivre. Et l'État serait garant de la solidité de la maison, mais ne ferait pas les papiers peints, le salon et le mobilier. L'idée de ce schéma, c'est de dire qu'il faut qu'on repose en France un socle, donc les fondations profondes de ce qui est en bas du schéma, de la maison, un cadre d'interopérabilité. On n'a toujours pas arbitré là-dessus. Il faut qu'on, maintenant, une bonne fois pour toutes, on arbitre là-dessus. Sur le cadre de sécurité des systèmes d'information, c'est toujours pas net, c'est toujours un petit peu épars. Ça, il faut vraiment qu'on ait un document de référence en France, et ça, on s'engage à ce qu'il soit publié d'ici la fin de l'année, soumis à l'écosystème dès septembre. Au-delà de ça, il faut définir un cadre éthique. L'éthique, c'est pas que l'éthique RGPD, éthique des données, c'est aussi l'éthique des algorithmes. On a beaucoup parlé de ça tout à l'heure, mais c'est aussi l'éthique des pratiques en e-santé. On peut être RGPD, on peut être garantie éthique du point de vue des algorithmes, mais quand une infirmière, par exemple, regarde son écran plutôt que d'être dans l'empathie avec son patient, ça, c'est pas franchement éthique. On doit définir ce cadre humaniste en France. Au-dessus de ça, il y a le plancher de la maison. On ne va pas réinventer la roue chaque fois qu'on va en Bretagne, en Occitanie, dans les pays de Loire, quoi. Il faut qu'on se mette d'accord en France sur quelques briques communes. C'est pas trop coercitif quand même de définir ça, mais il faut qu'on y arrive. Pour moi, voilà, un dossier médical partagé au sens d'un collecteur de données nationales, un outil de e-prescription, des outils de coordination territoriaux, une messagerie de santé à destination des professionnels et des citoyens. Pour moi, c'est vraiment des outils de base. Il faut qu'on se mette d'accord que ça, tout le monde doit l'utiliser en France. Et au-dessus, une maison avec 2 murs et un toit. Ces murs, c'est des stores, c'est-à-dire des contenants numériques, pas des contenus numériques, des plateformes sur lesquelles tous les acteurs de l'écosystème pourront publier à destination des usagers comme des professionnels de santé, ce qu'on appelle respectivement l'espace numérique de santé pour les citoyens et le bouquet de services pour les professionnels. Voilà, des stores, des magasins d'applications dans lesquels tous les acteurs de l'écosystème pourront publier leur créativité, leurs innovations en matière de numérique en santé, mais dans un cadre commun, garanti et d'un point de vue de sa cohérence technique et du point de vue aussi de la cohérence éthique. Pour moi, c'est la juste place des pouvoirs publics pour stimuler l'innovation que pour chacun ait sa place. Mais sans ça, aujourd'hui, on fait tout en silo, chacun réinvente la roue dans son coin. Et au-dessus, enfin, effectivement, très humblement, par rapport à ce qu'on a entendu précédemment, notamment sur la Chine, au travers d'une plateforme de données anonymisées, plus précisément pseudonymisées, le Health Data Hub, pour, à notre façon, à notre sauce, un peu à la française aussi, avoir une plateforme de données de santé ouverte dans un cadre éthique bien précis pour que les start-upers, les innovateurs puissent travailler, imaginer des services numériques. Voilà, nous, notre vision, c'est qu'en France, on n'arrivera pas avec une vision coercitive qui aplatira tout et qui dira à tout le monde « taisez-vous, l'État a décidé que ». Moi, je crois plutôt à cette logique d'État-plateforme qui soutient l'innovation, qui soutient les acteurs de terrain. Alors, est-ce que tout de même, à un moment, il ne faut pas être coercitif dans cette histoire-là? On voit bien on va reprendre le DMP. Le DMP, les professionnels ne le remplissent pas, ne souhaitent pas le remplir parce qu'il y a aussi une partie culturelle qui fait qu'un professionnel de santé en France n'a pas envie forcément de partager ses données avec d'autres professionnels ou avec le patient. Est-ce qu'à un moment, si vous voulez un vrai dossier patient, si vous voulez que l'information suive le patient et puisse être accessible, il ne faut pas être coercitif auprès des professionnels? Comme les États-Unis, par exemple, les professionnels sont sanctionnés financièrement s'ils ne remplissent pas le dossier patient. Dans le schéma qu'on voyait précédemment, les fondations de la maison, une fois qu'on les a définies, qu'on les a bien concertées avec l'écosystème, là, il va falloir y aller franco et de façon très volontariste. Dans le projet de loi actuellement, on se donne les moyens d'être très volontariste, pour ne pas dire coercitif, en matière d'interopérabilité. On est en train de se donner les outils juridiques pour pousser. Donc moi, je crois qu'il y a une phase de concertation, on se met d'accord, on écoute, on soulève les débats, il y a des controverses, etc. Puis on arbitre, on tranche et ensuite on est très volontariste. Dans le volontarisme, en France, on peut le porter si on est cohérent. Le DMP ne remplacera pas tous les services numériques en santé. Les acteurs de l'écosystème doivent pouvoir développer des choses, mais ça paraît quand même naturel, effectivement, qu'en France, on ait un collecteur de données de synthèse sur les comptes rendus de consultation, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus d'examen. Et là, il faut se mettre d'accord. Dans le projet de loi, d'ailleurs, il y a déjà un coup d'accélérateur donné, dans la mesure où on va rendre automatique la création du DMP pour tous les citoyens français dès leur naissance.
connaissances. Donc ça va donner un coup de boost, on n'en sera plus à ramer pour les créer, convaincre les gens de les créer. Là, il y aura un mécanisme d'opt-out, mais de façon volontariste, on les créera par défaut. À partir de là, effectivement, une fois que la doctrine et ce schéma de cette maison, voilà, il est validé, concerté, ben moi je milite effectivement pour une vision ultra volontariste. On dira, franchement, aux hôpitaux maintenant, les comptes rendus d'hospitalisation, c'est automatique, ça doit être poussé dans le DMP. Les lettres, les courriers, les comptes rendus, ça doit être poussé dans le DMP. En revanche, ce que je crois, c'est que le DMP ne résoudra pas non plus tous les problèmes. C'est une brique dans une vision d'ensemble. Et pour moi, ce qui doit tracter, ce qui doit être le juge de paix, c'est le citoyen français. Le citoyen français, il faut enfin qu'on lui redonne son espace de santé numérique à lui. C'est ça l'idée de l'espace numérique de santé qui s'appuie sur le DMP, mais pas que, qui s'appuie sur un store d'applications référencées par les pouvoirs publics, mais qui permettent à l'ensemble de l'écosystème de pousser de la créativité. Moi, je crois que c'est au travers d'une vision très centrée usager, très centrée citoyenne, et pas juste... Le citoyen français est un sous-produit du système de santé. Non, non, il est vraiment au cœur et on lui donne ses outils d'émancipation, de connaissance et de pouvoir. D'appropriation. D'appropriation et de pouvoir pour être capable d'interagir, co-construire son parcours de santé. Mais pour ça, il faut encore qu'on ait les outils de base et la plateforme. Par exemple, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir enfin un identifiant national de santé, quoi. On ne peut pas faire sans aujourd'hui, c'est pas possible qu'on continue. Il faut aussi qu'il y ait des identifiants nationaux pour les acteurs de santé. Ces briques de base des fondations profondes de la maison, elles ne sont pas encore bien posées aujourd'hui et on construit un petit peu sur du sable. Et c'est ça qu'il faut absolument poser de façon très volontariste. On voit au Bénin, le Bénin est intéressant comme exemple, des possibilités de délégation de tâches. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça reste encore un gros mot en France où le médecin il est censé tout faire, ou est-ce que demain, en étant guidé par des applications en intelligence artificielle ou autre, des aides-soignants, des personnels médicaux, socio-médicaux peuvent avoir aussi des délégations de tâches? Il y a une tendance de fond, évidemment. Il ne vous aura pas échappé que dans le nouveau projet de loi, la notion de télésoin est introduite. Donc on va au-delà de la télémédecine pour l'ouvrir aux paramédicaux, pour l'ouvrir aux pharmaciens. Donc je pense qu'il y a la volonté aujourd'hui de faire en sorte que le numérique propose des nouveaux modes d'organisation. On est encore dans l'homéopathie, hein, avec ses effets avérés ou pas. Hein. Oui, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas vouloir en France un cadre éthique, respectueux des libertés individuelles, humaniste, et ensuite être dans une vision totalement libérale et libertaire. Donc effectivement, il faut trouver notre place, notre juste chemin à nous. Moi, je pense qu'il y a une place tout à fait possible d'une vision très humaniste du numérique, mais qui avance et qui fasse les choses de façon concrète. Ouais, je voudrais qu'on parle aussi d'intelligence artificielle, que vous réagissiez à ce qu'on a pu entendre soit sur Dubaï, soit sur la Chine. Alors, j'ai regardé les 26 propositions de votre feuille de route, et il y a un article qui m'a interpellé dedans, notamment sur les données de santé et leur utilisation. Alors, je le cite, les données de santé financées par la solidarité nationale constituent un patrimoine commun. Ces données doivent donc être mises pleinement au service du plus grand nombre dans le respect de l'éthique et des droits fondamentaux du citoyen. Il est primordial d'en garantir un accès aisé, unifié, transparent et sécurisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Donc, les données de santé font partie du patrimoine national commun. Elles doivent donc être mises facilement à disposition des chercheurs pour faire de l'intelligence artificielle? Alors moi, je vais vous le dire un petit peu avec mes convictions. Je ne pense pas qu'on sera aussi fort que les Américains ou les Chinois en matière de big data et en matière d'intelligence artificielle, mais il y a peut-être une place pour notre pays. Moi, je milite pour qu'on soit des sortes de petits colibris façon Pierre Rabhi 3.0. Vous voyez, on ferait notre petite part, mais quand même avec un certain engagement. Malgré tout, même si on n'est pas parfait, on a quand même une brique de base très intéressante en France avec une vraie qualité de données autour de ce qu'on appelle le SNDS, le Système national des données de santé. Alors les informations dedans sont de qualité, pas très médicalisé encore, et l'idée du Health Data Hub, donc le toit de la maison dont je parlais tout à l'heure, c'est d'étendre en fait ce SNDS, qui est quand même une brique de base très intéressante, à d'autres types de données de santé, et que progressivement on enrichisse avec les données structurées venant des hôpitaux, venant des plateformes de production d'examens médicaux, etc. Et ça paraît légitime quand même dans la mesure où nous tous, professionnels de santé, qui produisons ces données, on est financés par l'assurance maladie, donc par des cotisations sociales, donc
dans le cadre d'un bien commun, c'est normal qu'il y ait une restitution dans un cadre éthique sécurisé pour restimuler notre écosystème, pour que nous aussi, on puisse engager un certain nombre de mesures pour garantir une certaine souveraineté nationale. Ça me paraît légitime. C'est intéressant ce que vous dites, on ne sera pas la Chine ou on ne sera pas les États-Unis. Vous estimez, ça y est, que la chose est pliée. La Chine et les États-Unis ont pris le leadership dans ce domaine. Et nous, et le colibri, il faut avoir beaucoup de respect pour le colibri de Pierre Rabhi, mais nous, on en est à la place du colibri. Moi, ce que je crois, c'est que on n'est jamais bon quand on copie les modèles d'autres cultures. Parce qu'on le copie toujours moins bien. Il faut trouver notre juste place. Et pour moi, notre juste place, en France, c'est l'humanisme numérique. Et l'humanisme numérique, vous verrez, autant dans les années 80, les entrepreneurs, ils étaient à la recherche de fric ou d'ego. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, ils sont à la recherche du sens. Ils veulent sauver la planète, ils veulent donner un sens à leur vie. Donc pour moi, toute stratégie politique autour du numérique qui dira c'est le sens, parce qu'en France, c'est l'humanisme qui compte et le numérique doit être au service de l'humanisme, va attirer foultitude d'entrepreneurs, de créateurs, et vous verrez que ça sera ça l'avenir. Je voudrais avoir la réaction, avant de passer la parole à Isabelle Wachsmuth. Je voudrais avoir la réaction de Peter Chang par rapport à ce qu'il vient d'entendre sur plusieurs choses. D'abord, la bataille est pliée, hein, les États-Unis et la Chine auraient gagner la bataille de l'intelligence artificielle. Et peut-être il y a d'autres voix différentes qui peuvent quand même s'élever, comme la voix française. Yeah, without question. So I have an interesting background. I know we have a very diverse international crowd here, but in addition to my work in the United States and China, I created a startup company based here in France. 2 co-founders in Marseille, so I'm here all the time. And so I agree, the cultures are different and the strengths are different, but it doesn't necessarily mean that one strength is better. There's just alternate approaches. In France, I would say the community is much tighter, and the people that work in healthcare AI are very passionate about helping improve the way we practice medicine. In the United States, our most talented engineers work in general tech at Google or Facebook. Their salaries are 3 or 4 times what I can pay somebody that works in my lab. In France, that's not the case. It's a uniform playing field. The people that come work for me and for my company, again, their passion about healthcare is just much higher than you can find anywhere else. So I think France has an agility, being a smaller country, to be able to quickly consolidate around ideas. You're much more agile than China or the United States. You're able to quickly develop policies and disseminate it because everybody knows each other, right? It's a small community. So I think there's advantages to multiple different approaches. I think there's not one method that will be the best. Everyone has really an important role to play. Je voudrais aussi l'opinion de Samael Hassan sur ce qu'il a entendu. Effectivement, est-ce que la bataille de l'intelligence artificielle, elle est gagnée ou perdue? Est-ce qu'elle est pliée? Est-ce que la Chine et les États-Unis vont dominer ces domaines? Ou est-ce qu'il y a de la place pour d'autres voies et d'autres manières de voir le monde? Thank you very much. It's a very good question, actually. I think yes and no. Yes, because they have the manpower. They have the budgets, big budgets for that. But still, the use cases, the problems are different in every country. I think AI will still become a problem-driven ecosystem. So the more problem that you have and the more inputs in terms of data you have, that will make you give you an advantage. I'll give you one example. Like in UAE, we are on almost 10 million. Only 20% are locals, 80% are expats, coming from 180 different nationalities. So this variety of data, you don't have it in China. Even you don't have it in the US. This is one kind of an advantage for us. So if a company of AI comes to Dubai to do genetic testing or something related to genetics or to the ethnic background, we have much more quality data than US and China still. So this is one aspect. The second aspect, even the type of problem. So I give you another example. So in UAE, for expats to come to the UAE, they have to
go to do medical testings around tuberculosis, hepatitis C. We do this every day. You imagine in Dubai, which is like maybe 5 million population, we do 5,000 tuberculosis tests every day. You cannot find this anywhere. So we have data, we have quality data, we have diversity of data. This will give us the advantage for sure. Isabelle Wachsmuth, avec un regard mondial de l'OMS. Alors l'OMS travaille aussi bien sûr sur ce thème de la santé digitale. Alors que fait l'OMS, puis deux, aussi quel regard général sur ce que l'on a entendu, avec beaucoup de points communs finalement, où qu'on soit sur les continents, et des points de divergence dans les stratégies qui sont prises. Donc effectivement, l'OMS travaille à élaborer en fait une stratégie de santé digitale au niveau global. Donc ça, c'est en cours. Et tous les points qui ont été soulevés, et surtout le point particulièrement sur l'éthique et sur la sécurisation en fait, des données, c'est en fait le cœur de la stratégie en fait, sur lequel tous les experts mondiaux travaillent. Au niveau de la stratégie de l'OMS, c'est d'être beaucoup plus large. On a vu beaucoup de focalisation en fait, sur une médecine très prédictive, médecine de précision, en fait, qui concerne vraiment très très peu d'individus sur la planète. Donc nous, c'est pas du tout le même objectif. Ça veut dire quoi? On a des débat de riches quoi ici. De toute façon, on peut pas, si on regarde la planète à l'échelle de la planète et le nombre de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, je veux dire à la nourriture, notamment avec tous les pays qui sont fragilisés aujourd'hui, avec les conflits, avec le changement climatique, avec le problème de la migration aussi des populations. On est complètement sur une autre perspective. Donc à une échelle mondiale, on ne peut pas se permettre de targeter seulement 0,01% d'une population. Après, nous travaillons sur des bases factuelles. Donc les bases factuelles, elles sont où aujourd'hui? Combien d'individus sur la planète, je pose la question, ont été diagnostiqués par un algorithme? Combien d'individus sur la planète, éventuellement diagnostiqués par un algorithme, ont été satisfaits? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Je ne pense pas. Donc voilà, nous avons une position aussi pour guider les pays, et pour guider les pays de manière la plus cohérente possible. Et je pense que l'aspect cohérence et l'aspect éthique pour nous, et là je rejoins vraiment ces deux points qui sont absolument essentiels au niveau global. L'autre point qui a été très important et je pense qui est essentiel, c'est de ne pas systématiquement comparer des pays qui ne sont pas comparables. D'abord en termes de taille, en termes de culture, en termes de langue, en termes d'histoire, parce qu'on ne parle pas des mêmes histoires. Et c'est dangereux, en fait, de prendre cette étude comparative. Ensuite, en termes de déterminants sociaux de la santé, donc là, on est très loin d'une médecine très précise sur des maladies très très précises, notamment par rapport à des maladies génétiques. Il faut être très, je pense, très pragmatique là-dessus. On est loin aujourd'hui d'avoir résolu les problématiques de santé. Au contraire, on les augmente, puisque en termes d'augmentation des dépenses de santé, on ne fait qu'augmenter les dépenses de santé sans réellement réduire, si on regarde les évidences, sans réduire en fait, par exemple, la problématique de la sécurité des patients, parce qu'il reste encore énormément de problèmes de sécurité des patients dans le monde, de scandales. Donc, comment on infléchit sur ces dépenses de santé qui ne peuvent pas être infinies? Et puis l'autre problématique, c'est les maladies chroniques. Donc, les maladies chroniques, il faut travailler en amont sur justement les déterminants sociaux qui sont liés à la qualité en fait de l'écologie. J'ai beaucoup apprécié en fait de tous les témoignages l'approche en fait écosystème. Donc tout est interdépendant. Donc on ne peut pas séparer en fait les éléments.
Donc ça, je pense que si on n'est pas capable dans le futur vraiment d'adresser une certaine complexité, d'accepter ce degré de complexité, on ne pourra pas infléchir en fait sur une augmentation infinie des maladies chroniques. Qu'est-ce qui va déclencher, par exemple, la cause première des maladies diabétiques ou des problématiques en fait qu'on connaît qui touchent aujourd'hui tous les pays, même les pays les plus vulnérables. Donc c'est vrai que pour nous, en termes de stratégie, c'est la santé digitale, mais aussi pour promouvoir la santé. Qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation de la santé digitale pour maintenir en fait le bien-être de la population? Ça, on n'en a pas vraiment parlé. Assurer la sécurité des patients dans le monde, ça veut dire quoi avec la santé digitale? Et c'est quoi, là aussi, les bases factuelles qui sont disponibles, les faits? Et puis, pour nous, le plus important, c'est la stratégie de l'OMS, servir les populations les plus vulnérables. Donc, la problématique première, c'est la couverture universelle santé, mais aussi assurer l'accès à tous aux services de santé et des services de santé de qualité. Donc là, on a vu qu'il y a des vraies problématiques de qualité des soins de santé, mais aussi des qualités vis-à-vis de la prise en considération de la personne et de ses droits, en fait. Donc il faut pouvoir assurer, en fait, le droit de la personne, il doit être assuré, en fait, dans les services de santé, par exemple. Cette réflexion de l'OMS, elle va prendre la place d'un plan, d'une stratégie, elle a un calendrier qui inclut le numérique, la santé numérique. Oui, absolument. Donc un plan en fait stratégique mondial. Et donc dans ce plan, dans ces orientations en fait vis-à-vis du soutien au pays. Donc pour mieux les guider en fait, c'est aussi voir comment les pays peuvent se positionner en fait en termes de digitalisation de leur système de santé. Donc leur système de santé et pas juste un hôpital ou pas juste un service de santé. Et aussi, bien sûr, des données. Donc, les données, à quelle fin? Je pense qu'il y a les données pour la recherche, comme ça a été exprimé. C'est un aspect, l'anonymisation des données. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Donc, par exemple, on parle beaucoup dans la recherche de l'inclusion, en fait, du patient, hein, qui participe dès le départ dans le processus de recherche, quoi. Donc c'est quand même cette tendance avec le patient au centre. Donc c'est vrai que nous, sur l'OMS, l'idée c'est, et il y a un cadre qui a été d'ailleurs adopté par l'ensemble des États membres sur le cadre qui favorise en fait des services intégrés, donc l'interopérabilité, et en fait aussi qui sont centrés sur les besoins. J'insiste bien sur les besoins des patients. Donc ça, c'est différent aussi en termes de demande et de besoins. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à cet aspect. Et puis le message qui est vraiment très important pour nous, encore une fois, c'est comment assurer la couverture universelle santé de l'ensemble des pays du monde. Donc ne laisser personne de côté. Donc ne laisser personne de côté, ça veut dire une approche forcément éthique. Qui doit s'intégrer en plus du tout digital. Merci Isabelle Wachsmuth de cette conclusion, finalement en forme de synthèse aussi de cette table ronde. Et on s'aperçoit que quelque part, toutes les réponses aux questions sont dans le monde, entre les aspects communautaires, où on a des communautés très impliquées comme au Bénin, les aspects de data, mais avec une référence, les aspects culturels que Dubaï nous dit. Nous, on a les données qui correspondent à notre culture, à notre population, les aspects interrogatifs, éthiques, que souligne avec justesse également Dominique Pont. Il nous reste 4-5 minutes avant de clore cette première session, et beaucoup de choses avec des pays avec beaucoup de points communs, beaucoup de divergences dans les stratégies utilisées. Je vous propose de leur poser, si vous en avez, toutes vos questions, faire toutes les remarques sur ce que vous avez entendu depuis ce matin, et des micros qui vont circuler dans la salle, et on se donne 5-10 minutes maximum pour cela.